Le point éco avec Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Florent, si vous le voulez bien, je le disais tout à l'heure en introduction, on va essayer de regarder différents temps. On rentre tout de suite dans le temps court avec les décisions des banques centrales. 2 réunions très importantes. Le 11 septembre, ce sera la BCE. Le 17, ce sera la Fed. Alors, vos prévisions, d'abord sur la Banque centrale européenne, baissera pas? Elle ne baissera pas les taux. Et je suis assez fidèle à ce que je disais la fois précédente lorsque je suis venu début juin. On anticipe un statu quo pour les raisons qu'on évoquera probablement ensuite, mais statu quo. Ok, statu quo. Donc comme la dernière fois, c'est-à-dire au mois de juillet, je rappelle que toutes les fois précédentes, depuis le début de l'année, la BCE avait baissé ses taux. Tel n'est pas le cas de la Fed, qui depuis le début de l'année ne les a pas baissés. Est-ce que Jérôme Powell gardera le cap ou pas le 17 septembre prochain? Ma réponse est non. Je pense qu'il va baisser les taux le 17 septembre prochain. Ok, alors maintenant on va essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi vous gardez votre analyse du mois de juin sur les taux de la BCE avec une stabilité des taux? Écoutez, sur la BCE, la situation n'a pas véritablement changé. On a toujours une inflation qui oscille autour de 2%, des mesures de tendance d'inflation qui, de la même manière, oscillent autour de 2%. Donc, étant donné que la Banque centrale européenne a une prérogative de stabilité des prix, elle a réussi son coup, d'une certaine manière, et donc il n'y a aucune raison de baisser les taux. D'autre part, dans la balance des risques, pour parler avec le langage des banquiers centraux, on a le plan allemand de défense et d'infrastructure dont nous avions parlé d'ailleurs lors de la précédente émission le début juin dernier, qui va infuser dans l'économie. Possiblement aussi le taux de facilité de dépôt à 2% actuellement est en territoire de ni stimulation ni restrictif par rapport à l'économie. Donc il n'y a pas véritablement de raison de baisser les taux. Ok, maintenant, vous nous dites que vous pensez que Jérôme Powell va baisser les taux, ce qu'il n'a pas fait depuis le début de l'année. Non. Il faut le lire comment? C'est un retournement de veste? C'est la justification économique c'est la situation économique qui le justifie? Alors moi, vous me connaissez, je le pense sincère dans sa démarche, et donc je pense qu'il est guidé par les données économiques, mais le simple fait de sous-entendre qu'effectivement il serait influencé par quelques forces extérieures, c'est déjà problématique. Bon, on y reviendra sur ce sujet. Qu'est-ce qui, d'un point de vue économique, vous amène à dire que la situation américaine justifie une baisse des taux? L'inflation reste encore relativement élevée? Alors l'inflation reste relativement élevée. Dans leur esprit, si je puis dire, ils se disent que cette hausse de l'inflation qui commence à se percevoir dans les données dures du fait de l'augmentation des droits de douane ne va être que temporaire. Et donc, si ça n'est qu'une hausse de l'inflation temporaire, dans le même temps, vous avez un marché du travail qui se détériore. Il faut, dans la balance des risques, cette fois-ci la Banque centrale américaine a 2 mandats, l'emploi et l'inflation, contrairement à la Banque centrale européenne. Eh bien, cela veut dire que dans la balance des risques, il faut privilégier l'emploi. Et l'emploi, rappelez-vous aussi, lors de notre précédente émission en juin, je vous avais indiqué que c'était en train de se détériorer. Et donc là, cet été, on a eu des chiffres qui le montrent très clairement. Et Jérôme Powell a indiqué lors du symposium de Jackson Hole qu'il entrevoyait la possibilité de le faire en septembre. Et donc pour nous, c'est un signal très fort. Alors, je voudrais qu'on rentre dans ces 2 points clés que sont l'inflation et l'emploi. Premier sujet, l'inflation et les droits de douane. Bon, finalement, l'inflation américaine, elle n'a pas fortement subi l'impact des droits de douane. Ça n'est pas vrai. En réalité, quand on décortique vraiment les chiffres, on se rend compte que tout un tas d'items qui sont concernés par les droits de douane ont commencé à voir leur prix augmenter. Et surtout, en termes de tendance, jusqu'à présent, on est orienté à la baisse sur le prix des biens, en ce qui concerne les biens, à proprement parler, ce qu'on achète dans les magasins, les fournitures de bureaux, etc. Et là, on a une rupture de tendance à la hausse. Donc, ce qui veut bien dire qu'on a un début de transmission de l'augmentation des droits de douane dans le prix de ces produits. La raison pour laquelle c'est encore assez minime, si je puis dire, c'est parce que les entreprises, d'une certaine manière, un petit peu comme les marchés, ont envisagé l'idée que Donald Trump reviendrait en arrière ou que par le biais de négociations avec les pays concernés, la facture allait diminuer. Ils ont constitué des stocks, ils ont négocié avec les fournisseurs, ils ont rogné sur les marges, mais tout cela ne dure qu'un temps. Et donc moi, j'anticipe que cette transmission de l'augmentation des droits de douane va s'accentuer et que donc on va avoir une augmentation de l'inflation qui, à mon sens, utilisant des gros mots, va être transitoire aussi. Parce que ça va induire un choc de demande négatif. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, les ménages voient leur pouvoir d'achat diminuer. Par ailleurs, dans un contexte où le marché de l'emploi se fragilise. Et donc, pour moi, c'est une bonne raison d'ajuster la politique monétaire. J'insiste sur le terme ajuster,
parce que je ne considère pas qu'il faille baisser les taux énormément sur ce cycle. Or, les marchés, encore une fois, se sont lancés billes en tête en se disant que on rentrait dans un cycle de baisse. Vous dites c'est du calibrage, du fine-tuning, c'est-à-dire du recalage de politique monétaire, mais pas fondamentalement un changement de politique monétaire. Oui, d'autant plus que les chiffres de l'emploi, probablement, la dégradation est liée au climat d'incertitude qui a été généré par Donald Trump. Et ça s'est un petit peu levé depuis. Alors, les chiffres de l'emploi, je voudrais vous entendre là-dessus aussi, parce que on en a souvent discuté dans nos échanges tous les 2 mois. Dans les indicateurs qu'on regarde, il y a le taux de chômage et puis il y a les créations d'emplois. Est-ce que l'indicateur qu'on regardait le plus, c'était quand même la création d'emplois, parce que ça montrait la dynamique de l'économie américaine? Est-ce que ça a du sens de regarder les créations d'emplois quand on a moins d'immigration que quand on en a plus? Et est-ce que finalement le bon indicateur, c'est pas de plus en plus le taux de chômage? Parce que finalement, c'est la satisfaction que les gens ont à trouver un job et à être payés. Je dirais oui et non. Non, parce que l'enquête qui est menée auprès des entreprises et qui sert à publier la statistique sur les créations d'emplois est la statistique historiquement qui est la plus fiable. Parce que le panel est beaucoup plus représentatif de l'économie américaine et par ailleurs, il est révisé de manière annuelle. On va avoir les révisions très prochainement d'ailleurs, avec une enquête qui, elle, est encore plus complète que celle-ci. Donc ça nous donne une très bonne image de véritablement ce qui se passe dans l'économie américaine. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que le facteur de l'immigration, peut-être qu'il induit le fait que le niveau d'équilibre des créations d'emplois est plus bas. Autrement dit, que la faiblesse que l'on observe aujourd'hui est peut-être pas aussi faible que les normes historiques. Voilà, c'est comme quand on disait il faut avoir 1,5% de croissance pour faire baisser le chômage. On s'est rendu compte qu'on arrivait en Europe à faire baisser le chômage mais on n'en est qu'au balbutiement. En fait, c'est encore assez difficile, je vais être tout à fait honnête, de véritablement de faire cette distinction. Donc, on regarde les créations d'emplois. Florent, vous me dites la Fed baissera moins que ce que croient les marchés. Je voudrais vous parler de l'un de vos amis, l'une des vedettes de nos échanges, Stephen Mayren, conseiller économique de Donald Trump, qui va intégrer le cercle des votants à la Fed. Le fait que vous me disiez que vous pensez que la Fed va pas baisser ses taux plus que ça veut dire que vous croyez encore à l'indépendance de la Fed? J'y crois, oui. J'y crois. J'y crois encore? J'y crois encore. Elle est importante. Ce qu'on peut dire, c'est que la Fed, de toute façon, c'est politique. C'est un sujet politique. L'an dernier, vous m'aviez posé la question de savoir si Jérôme Powell baissait ses taux pour faire réélire Joe Biden. De la même manière, j'avais dit que non, mais le fait que vous me posiez la question, c'était symptomatique aussi des questions que se posait le marché. Donc la Fed, c'est politique. J'ai lu aussi également que durant le mandat de Bush père, il avait accusé Greenspan du fait qu'il n'avait pas été réélu, parce que Greenspan n'avait pas baissé ses taux au bon moment. Vous voyez, donc c'est un sujet politique. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la Fed est politisée? C'est la nuance qu'il faut apporter. Et là, très clairement, on entre dans le champ de la politisation parce qu'on introduit le conseiller économique en chef de Donald Trump au sein même de la Fed. La raison pour laquelle je crois encore à l'indépendance de la Banque centrale américaine, c'est que je pense que Donald Trump n'arrivera pas à son but non avoué, d'une certaine manière, son but supposé de prendre le contrôle de la Fed, parce qu'au sein du conseil des gouverneurs de la Fed, je pense que la crédibilité des membres prime. C'est très difficile aujourd'hui on se souvient des cicatrices réputationnelles qui avaient été laissées sur Arthur Burns, par exemple, qui est le seul dans l'histoire à avoir subi des interférences politiques très fortes avec Richard Nixon. Il en a pâti toute sa vie. Encore aujourd'hui, on se souvient de lui comme étant celui qui a abdiqué face à Richard Nixon. Ok, donc pas d'inquiétude là-dessus. Est-ce que vous avez des inquiétudes sur l'évolution des taux longs américains? Il y a quand même une petite inquiétude, mais le marché, lui, accrédite cette thèse. Moi, je suis inquiet parce que ça veut dire que ça remet en cause l'indépendance de la Banque centrale, ça nuit à la lisibilité de la politique monétaire et des données économiques, etc. Mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Est-ce que vous avez une inquiétude sur les taux longs américains vu l'ampleur des déficits? De manière générale, je pense qu'on peut avoir une inquiétude sur l'ensemble des mouvements de taux longs dans le monde entier. Hier, les taux longs ont augmenté. Sur les États-Unis, effectivement, aujourd'hui, vous avez des taux courts qui diminuent parce qu'on anticipe que la Fed va baisser énormément ses taux à horizon 2027 et des taux longs qui bougent pas tellement. Ça veut dire quand même une chose, c'est que les marchés financiers se disent que cette remise en cause de l'indépendance de la Banque centrale américaine
induit le fait qu'on va avoir plus d'inflation. Parce que la vérité, c'est que lorsque vous avez une banque centrale qui est moins indépendante, le but, avoué, c'est de financer les déficits. Financer les déficits veut dire plus d'inflation. Et donc, les marchés financiers souhaitent obtenir un rendement, exigent un rendement supplémentaire pour pouvoir prêter aux États-Unis. Ça veut dire qu'on va revoir se reconstituer la prime de terme ? Oui, c'est ce qu'on se dit depuis de nombreux mois maintenant, effectivement, oui. Et cette prime de terme, encore une fois, elle est mondiale. En termes d'allocation d'actifs, aujourd'hui, on fait quoi ? On est prudent, comme la dernière fois. Alors peut-être qu'on l'avait été un peu avant, si je puis dire, un peu trop tôt. Aujourd'hui, c'est quand même en train de s'exprimer dans le marché. Il y a une prudence assez forte vis-à-vis notamment des hausses de taux que l'on voit un peu partout dans le monde. Donc les marchés d'actions sont sous pression. On continue de penser, donc ça c'est quand même une thèse assez forte, en lien avec tout ce qu'on vient de se dire, qu'il faut d'une certaine manière continuer à diversifier d'un point de vue géographique et que pour un investisseur en européen, les États-Unis, il faut non pas s'en délester, parce que ça reste le premier marché mondial, Trump ou pas, c'est les États-Unis, mais il faut être un peu plus prudent. Et sur les taux, sans surprise, prudence aussi. Réponse très courte, s'il vous plaît. Les États-Unis, c'est sympa, mais en fait, faut arrêter de parler des États-Unis. En fait, le marché il reste très largement tiré par quelques valeurs, oui, notamment l'IA. Est-ce que ça peut continuer ad vitam aeternam ? Alors, je ne suis pas devin et encore moins expert de l'intelligence artificielle, mais ce dont on se rend compte, c'est que d'une part, d'un point de vue financier, on a des valorisations qui sont extrêmement tendues. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle sur le front de l'intelligence artificielle, vous avez eu récemment des propos du fondateur d'OpenAI qui disait que probablement que la thématique de l'intelligence artificielle était avait créé une bulle et qu'elle allait peut-être exploser. D'autant plus que désormais, ça a une importance macroéconomique aussi. On le dit peu, mais en termes de contribution au PIB, sur les 2 premiers trimestres 2025 aux États-Unis, la consommation des ménages a ralenti, certes, mais l'investissement dans la construction des data centers et les équipements informatiques de la part des entreprises, cette contribution a considérablement augmenté et a même rejoint celle de la consommation des ménages. Et donc, aujourd'hui, c'est un sujet macroéconomique. La moindre mauvaise surprise sur, par exemple, ChatGPT-5 qui est moins performant que son prédécesseur, eh bien, peut créer des remous dans un contexte, je le répète, où les valorisations sont tendues aux États-Unis et où on a une remise en question de l'indépendance de la Banque centrale américaine. Merci beaucoup Florent Vabon d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'homme dans l'actu, en tout cas le premier